Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Asseyez-vous pour celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre à l'hôtel de région. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur. Et bonjour à tous, toutes celles et ceux qui nous regardent sur latribune.fr, sur nos réseaux sociaux. Nous allons avoir un débat qui va, je pense, bien introduire cet après-midi. Économie et philosophie du soin, une équation impossible. C'est un dialogue, en tout cas sur ce thème inédit entre nos deux invités, même s'ils ont l'habitude de se rencontrer parfois sur d'autres sujets, mais qui touchent à la science et aux technologies. Nous avons une philosophe, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste. Vous avez la chaire Humanité et Santé, donc on va parler de santé, évidemment vous connaissez parfaitement le sujet, chaire Humanité et Santé au CNAM. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, l'un des plus connus c'est La fin du courage. Vous faites preuve d'un certain courage d'ailleurs, vous avez pu débattre sur beaucoup de plateaux, et un livre qui s'appelle Le soin est un humanisme aussi, qui va être un peu la thématique de notre débat, soins et santé, comment faire la différence entre la partie humaine et la partie système. À côté de vous, Nicolas Bouzou, l'économiste, fondateur du cabinet Asterès, un économiste très présent dans les médias, notamment pendant la crise du Covid. On voyait beaucoup Nicolas parler de l'économie confinée, puis déconfinée. Vous êtes l'auteur d'un livre avec Julia de Funès qui s'appelle La comédie inhumaine, beaucoup d'autres livres, notamment sur le travail. Vous organisez chaque année, et c'est bientôt à Saint-Raphaël, je le dis pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les entretiens de l'avenir, où la question de la santé d'ailleurs est très présente. Et Cynthia Fleury, voilà, on peut le rappeler, sera là. Donc ça sera inédit aujourd'hui, mais vous pourrez le refaire à Saint-Raphaël. Ça sera diffusé également, j'imagine, sur différents réseaux pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir une philosophe et un économiste pour parler de ce sujet, parce que j'ai envie de commencer, je vais essayer de vous proposer trois ou quatre thèmes dans les 30 minutes qu'on a. Le premier, c'est l'apparition de la vulnérabilité du système de soins, qui est apparu notamment pendant cette crise sanitaire, mais qui persiste, qui perdure aujourd'hui, et la vulnérabilité de l'individu soigné, le patient, la patiente. Donc j'ai envie de vous demander, peut-être Cynthia pour introduire, et peut-être dialoguer avec Nicolas qui peut intervenir, enfin sans vous interrompre, pas tout de suite en tout cas. Penser le soin, non pas P-A-N-S-E-R, mais P-E-N-S-E-R, penser le soin, repenser le soin, penser différemment. Est-ce que cette crise, Jacques Attali avait écrit un livre sur l'économie de la vie, nous a conduit à réviser complètement nos schémas? J'aimerais bien. C'est pas tout à fait sûr, mais en revanche, je pense qu'effectivement, la Covid-19 a permis de remettre un sujet qui est pas un impensé, hein, qui est plutôt ressenti comme un implicite, mais il est tellement implicite que il mériterait d'être peut-être un tout petit peu plus réinvesti à la fois dans la reconfiguration des politiques, de l'organisation, de quantité de sujets. Mais la santé, pour le dire rapidement, c'est vrai qu'avec la pandémie, d'abord il y a eu vous avez parlé de vulnérabilité. Le terme clé de cette histoire, c'est peut-être la vulnérabilité systémique, déjà, c'est-à-dire de prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'une vulnérabilité systémique. Pour le dire rapidement, une vulnérabilité systémique, c'est voilà, ce qui se passe à Wuhan se passe X jours après dans le monde entier. Voilà. Et donc, c'est des échelles, des prises en compte. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est la réalité de ce qu'on appelle la mondialisation, mais à un point absolument déterminant, puisque je pense que personne n'avait imaginé être impacté dans sa vie la plus quotidienne, tous les jours, comme ça, avant la pandémie. Or, maintenant, on comprend que ces modèles d'effondrement, ces vécus d'effondrement, effondrement au sens où, en fait, un accès à une ressource, que cette ressource soit matérielle, immatérielle, est mise en danger, est raréfiée, rentre en pénurie structurelle, était jusqu'à présent relativement équitable, ne l'est plus du tout, va subir des systèmes de priorisation, etc. C'est maintenant notre lot commun. Je pense que chacun comprend que ce qui s'est passé avec la pandémie, en fait, ça va être récurrent.
et que nous allons rentrer dans des systèmes qui régulièrement sont en mode dégradé. L'hôpital est régulièrement en mode dégradé. Et quand je dis hôpital, mais ça peut être une entreprise, ça peut être l'école demain, ça peut être quantité d'endroits. C'est le passage qui est très désagréable pour des sociétés modernes et qui aussi va relancer la vulnérabilité de ce qu'on pourrait appeler l'éthique jurisprudentielle centrée sur la personne à de l'éthique publique utilitariste centrée sur le score, la stat, pas du tout la même chose, et ça fait très mal aux vulnérabilités parce que bien évidemment toute norme qui est générale, elle est discriminante pour les singularités qui sont sur les côtés, etc. Donc on va rentrer dans ça également. Donc ça c'est le côté vulnérabilité systémique. Après, le côté un peu positif, pour dire, c'est la question de l'holistique de la santé. C'est-à-dire qu'on a vu que dans un premier temps, voilà, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est malgré tout la définition de l'OMS, c'est-à-dire non pas l'absence de maladie, mais un état global de bien-être physique, psychique et comment dire, social. Donc ça, tout le monde en a conscience. Et en fait, notre premier geste pour protéger la santé en contexte systémique de vulnérabilité, ça a été ce qu'on appelle la biologisation de la santé, c'est-à-dire en gros le contraire de la définition de l'OMS. Ce qu'on peut comprendre, hein, mais c'est pas tenable. C'est-à-dire que pour préserver la santé, on nous a mis sous bulle. Et bien évidemment, c'est mortifère, c'est l'antithèse de la santé comme relation holistique. Donc ça, après, c'était un cas, j'allais dire, inédit, en tout cas, c'était un cas inédit, sauf que cette génération. Comme ça ne va pas plus être un cas inédit, il va falloir quand même qu'on repense, parce qu'on ne va pas pouvoir à chaque fois produire des vulnérabilités qui vont être très très cher payées par la collectivité. J'en donne juste une. Quand tout d'un coup, vous pensez que des enfants qui ont entre 2 et 6 ans vont pouvoir produire un développement viable dans leur système d'apprentissage devant un Zoom, pour les préserver d'un virus qui, par ailleurs, ne les touche pas, grande chance, mon Dieu, bah, en fait, vous gagnez peut-être du temps là dans la demi-seconde, mais c'est une génération entière de problèmes sur les systèmes d'apprentissage. Et c'est déjà ce qu'on voit avec des inégalités drastiques sur les jeunes gens. Donc tout ça pour dire que, malgré tout, la santé, vous voyez, derrière la santé, il y a quelque chose qui est le continuum des soins. Et qu'est-ce qui fait qu'une société tient debout? Ce qui fait tenir la société, absolument. Alors on va écouter peut-être l'économiste. On dit que l'économie, c'est la science de la rareté. On a vu réapparaître, on n'avait pas forcément imaginé qu'on pourrait connaître des problèmes de pénurie. On le voit dans l'énergie, mais on le voit bien aujourd'hui avec des inquiétudes sur un certain nombre de ressources en molécules. Alors, on y reviendra avec vous, Nicolas, plus précisément sur l'industrialisation. Mais là, je voudrais revenir sur ce que vous finalement tirez comme leçon. On a mis l'humain devant l'économie pour la première fois dans l'histoire, en tout cas d'un XXe siècle ou même d'un début de XXIe siècle. Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons de cet événement et qu'est-ce que ça a provoqué finalement dans nos sociétés? Même réponse que Cynthia, c'est-à-dire que non, on n'en a pas véritablement tiré toutes les conclusions, on aimerait bien, et moi ce qui me frappe le plus justement, c'est que dans beaucoup de domaines, il y a une espèce de retour à la pensée d'avant, et notamment quand on réfléchit à l'organisation du système de santé, parce que je ne pense pas au fond que, ce que je veux dire peut sembler contre-intuitif, mais je ne pense pas que ce soit pendant la période de la pandémie de Covid, en tout cas pendant sa phase aiguë, que notre système de santé ait le plus montré ses vulnérabilités. J'aurais presque tendance à dire l'inverse. J'aurais presque tendance à dire que c'est là qu'il a montré le meilleur. Il a montré le meilleur de lui-même parce que justement, on est revenu à une espèce de. On l'a quand même poussé à ses limites. Hein, oui. À certains moments. Oui, mais au fond, Cynthia disait très justement qu'au fond, le système de santé aujourd'hui est guidé par une espèce d'éthique utilitariste avec en point de mire la norme. Là, pendant la pandémie, il n'y avait plus de tout ça. Pendant la pandémie, un tout petit peu, mais enfin, grosso modo, quand même, ce que disait le ministère aux ARS, ce que disaient les ARS aux hôpitaux, c'était
faites au mieux. Voilà, faites au mieux. Ce que vous faites d'habitude et ce que vous devez faire d'habitude, si là vous ne devez pas le faire, vous ne le faites pas. Et donc, au fond, on voit que l'organisation, à partir du moment où vous lui laissez quand même de la souplesse, où vous laissez de l'initiative, c'est un peu les ça, choses se passent mieux. Je vous arrête juste une seconde là-dessus. Ce qui s'est passé quand même pendant la crise, c'est qu'on a vu que l'hypercentralisation ne fonctionnait voilà, absolument. plus. Mais on y est revenu. Et c'est vous parlez des ARS, dont on a fait souvent la critique, mais au-delà des personnes dans les ARS, c'est le système qui peut-être n'était pas suffisamment proche du terrain. Mais absolument, et parce qu'on a un système justement qui est guidé par la norme. Et la principale norme, je voudrais quand même le rappeler, c'est déjà les dépenses de santé. C'est-à-dire que les dépenses de santé, la progression des dépenses de santé est votée tous les ans au Parlement, ce qu'on appelle l'ONDAM, parce qu'on met des sigles, toujours, ça fait partie du charme de notre pays, et vous avez un ONDAM donc, qui se divise en sous-ONDAM, l'ONDAM hospitalier, l'ONDAM médicaments, etc. Et donc on dit en début d'année, l'augmentation des dépenses à l'hôpital, par exemple, ce sera n'importe quoi, 2,3%. Donc vous êtes déjà dans un système qui, dès le départ, est normé. Et même quand on considère qu'il faut élargir la norme ou qu'on considère qu'on a trouvé une norme qui est bonne, un objectif qui est bon, en réalité, il n'est pas bon. Moi, j'ai eu beaucoup de débats pendant la crise sur la question des lits d'hôpitaux. Mais le nombre de lits d'hôpitaux, même si on veut l'augmenter, ne saurait constituer un objectif en soi. C'est pas parce que dans un pays, vous avez beaucoup de lits d'hôpitaux que vous avez automatiquement de meilleurs résultats en matière de santé. Et donc, il faut revenir à une approche qui soit une approche beaucoup plus souple, beaucoup plus holistique, tout ce que vous voulez, et au fond, qui donne des objectifs au système de santé qui sont des objectifs extrêmement généraux. Et je reviens sur ce que vous disiez au départ. On a eu le sentiment pendant cette crise de la vulnérabilité du système. Je pense que c'est pas pendant la crise qu'on l'a vu le plus. Mais en tout cas, cette vulnérabilité, elle existe très clairement. Et on le voit quand on regarde aujourd'hui en France l'espérance de vie en bonne santé, qui n'est pas élevée et qui stagne. Quand on regarde ce qu'on appelle la mortalité évitable. Donc sur tous ces sujets, on n'est pas très bon sur l'espérance de vie en bonne santé. On n'est pas très bon. Et c'est une blessure narcissique très importante pour les Français parce que, au fond, l'idée du meilleur système de santé au monde, c'est quelque chose. J'anticipe, je vais trop. Non, mais excellent. C'est exactement la liaison que je voulais faire. C'est quelque chose qui est très ancré dans l'inconscient politique français. C'est un peu, d'ailleurs, si je veux faire une analogie, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est comme les coupures d'électricité. C'est-à-dire, pays du nucléaire, meilleur système de santé en France. Quand on risque des coupures d'électricité ou quand les gens vont aux urgences et qu'ils attendent 12 heures, voilà, on voit que ce sont deux promesses qui n'ont pas été tenues. C'est-à-dire que ma génération, on est à peu près de la même, quand on apprenait l'économie de la santé, dans les bonnes écoles, on vous expliquait effectivement le meilleur système de santé au monde. C'était une sorte d'évidence, comme on vous disait, avec le nucléaire, on paiera l'énergie pas chère, comme vous l'avez rappelé. Alors peut-être, Cynthia, là-dessus, pour avancer un peu aussi dans les solutions, parce que le diagnostic, je pense qu'il est partagé, on a aujourd'hui un système qui est... pourquoi on disait que c'était le meilleur? Il était à la fois public et privé, il y avait des hôpitaux, il y avait des lits. Bon, après, on est rentré dans la logique comptable, ça c'est la partie économique. Mais d'un point de vue de la philosophie du soin, est-ce qu'on a fait la révolution? Vous disiez l'espérance de vie en bonne santé est mauvaise, on en reparlera ce soir. Enfin, il y a un vrai sujet sur la prévention, par exemple, qui n'est absolument pas aujourd'hui dans le scope, enfin trop peu par rapport à d'autres pays. Oui, alors c'est vrai que les grands shifts, entre guillemets, aujourd'hui des besoins, pas philosophiques, mais des besoins des personnes en santé. D'abord, c'est ce qu'on appelle le tournant épidémiologique, même si la Covid nous a mis un peu... c'est plus compliqué avec ça, mais il n'empêche que dans la Covid, c'est la comorbidité qui est problématique. Donc c'est la chronicité. Et déjà, la chronicité, c'est quand même une autre manière de vivre la maladie et les traitements. Donc déjà ça nous fait devoir repenser différemment les parcours de soins, etc. Le lien, par exemple, avec l'entreprise. De considérer, par exemple, que les entreprises doivent être beaucoup plus intégrées dans le système de soins. Et non pas... pourquoi? Parce que vous avez la moitié des employés qui sont des aidants. Vous avez aujourd'hui une grande... Hélas, et tant mieux d'une certaine manière, mais vous avez une grande partie des employés qui ont des cancers. Le cancer est une maladie chronique. Donc il faut accompagner différemment, par exemple. On voit très très bien que les cabines de télémédecine, pour ne pas dire ça marche très bien où? Dans les entreprises. Et pas nécessairement à la mairie ou que sais-je, ou dans des lieux que demain il faut peut-être inventer des tiers-lieux de santé parce que c'est moins stigmatisant sur des problématiques de santé mentale, etc., etc. Donc il y a la question de la chronicité, il y a la question du rétablissement.
La France est assez faible en recovery. Elle est bonne en aigu, machin et tout, mais alors avant et après... Il y a un sujet, on en a parlé un peu en préparant, c'est l'errance médicale sur certaines maladies. Ça, On ne sait pas très bien. Je pense la maladie de Lyme, oui, le Covid long. Est-ce que on laisse les gens finalement qui ne savent pas ce qu'ils ont? Oui, non, l'errance diagnostique, c'est hélas mais c'est pas spécifiququement français. Donc, non, c'est pas spécifique. Voilà. Mais c'est vrai que... Il y a quand même des pays sur Lyme qui le reconnaissent plus, les États-Unis notamment. Oui, et puis même sur l'endométriose. On a mis du temps en France. Moi, j'ai accompagné en tant que psychanalyste quantité de femmes qui étaient véritablement stigmatisées par ce phénomène, alors qu'aujourd'hui, on commence, ça y est, à lui donner un diagnostic, à le reconnaître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez en compte le patient au cœur du système? Oui, je pense que d'abord, ce qu'on appelle la médecine narrative. Trop de pouvoir du médecin, la médecine narrative, c'est tout ce que le patient vous raconte de sa maladie, ce qu'on appelle la biographisation de la maladie. Et très souvent, parce que nous sommes dans un monde de tarification à l'activité, à l'acte, etc., tout simplement, l'écoute, le diagnostic, la clinique disparaissent de plus en plus. La verbalisation du patient sur et qui est quand même importante, par exemple, un point important, la généalogie familiale. On a les médecins de famille, ça n'existe plus, etc. Mais il n'empêche que c'était déterminant, si vous voulez, dans le suivi des pathologies. Bon, et ça ne veut pas dire que, et surtout Nicolas et moi, on est des pros sur la technique, la technologie, l'evidence-based medicine, etc. Mais ça sera d'autant plus accepté que c'est humanisé. Et d'où viendrait le changement? Je des reviens un peu Nicolas dans une seconde, mais juste pour terminer. Des patients. D'où viendrait le changement de l'état, du patient, des médecins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire comme révolution des esprits? Sincèrement, les grandes révolutions, entre guillemets, sur les comportements, etc., c'est arrivé des associations de patients, malgré tout, qui ont fait beaucoup d'advocacy, beaucoup de plaidoyer, qui ont aidé énormément à reprendre de la démocratie sanitaire. Donc demain, c'est quand même un outil de régulation du système. Donc démocratie sanitaire, c'est un mot, c'est pas un mot tabou, il faut l'employer. Non, c'est pas un mot tabou, non. Et puis je vous dis, les associations dans le système de santé, sont quand même assez déterminantes. Mais ça viendra des soignants. Parce que ceux qui étaient en burn-out longtemps et encore aujourd'hui, ce sont les soignants. Et c'est eux qui vous disent la souffrance éthique, on ne peut pas bien faire notre métier. Et donc ça viendra aussi de comment nos institutions peuvent prendre soin, bien sûr, des patients, mais aussi des soignants eux-mêmes. Parce qu'une institution qui est malade, elle soigne malgré tout moins bien. Donc déjà par ces deux catégories d'humains, mais ça viendra après d'autres grands, parce que les questions de la prévention, c'est vrai que le monitoring de la santé pourrait être intéressant, mais bien évidemment le monitoring de la santé technologique, il ne faut pas non plus que ça bascule dans ce que moi j'avais appelé la bien-surveillance, c'est-à-dire quelque chose qui relève plus du contrôle des personnes, et demain de dire tiens, on va penser le crédit sanitaire comme d'autres pensent le crédit social, et bien évidemment c'est pas possible d'aller vers ce type de choses-là. Donc voilà un petit peu des pistes, et c'est vrai que pour l'instant, je dirais que dans le discours on est plutôt bon, comme toujours, dans les faits c'est plus compliqué. Alors Nicolas, pour revenir à l'économiste, en entendant tout ça et qu'on remet un peu évidemment les chiffres et malheureusement les réalités budgétaires, comment on concilie ce qui vient d'être dit, un accès plus égalitaire, plus, je dirais, aussi avec cette question des soignants, effectivement, qui est clé. Donc cette question de l'accès aux soins pour tous, avec l'équation économique et financière qui s'impose quand même. Alors, première chose, c'est très difficile. Le secteur de la santé, c'est un secteur qui est très compliqué parce qu'on essaie de concilier l'efficacité économique, l'innovation, etc., et l'équité. Donc c'est pas facile. Il y a des sujets de politique publique qui sont des sujets politiquement difficiles, mais intellectuellement simples. L'exemple que je prends toujours, c'est la question des retraites. Question des retraites... Non, mais on s'y met vraiment 25 minutes maximum et on résout le problème. Ça ne veut pas dire que c'est facile politiquement, mais ça ne pose pas de difficulté intellectuelle. La question de la santé pose une difficulté intellectuelle, et d'ailleurs, il n'y a pas de modèle de santé idéal, si vous voulez. On a souvent dit sur le marché du travail, par exemple, on a souvent parlé l'Autriche, le Danemark, on cite souvent etc. Les pays nordiques comme étant un peu plus dans la prévention. Les pays nordiques ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. J'étais en Norvège il y a quelques jours, ils n'ont plus de médecins, c'est une situation absolument catastrophique. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense que tout le monde, tous les pays ont des grosses difficultés. Alors pour répondre à ta question précisément, comment est-ce qu'on peut quand même concilier d'un côté
une augmentation des coûts aussi qu'il faut avoir en tête, parce que le vieillissement de la population, ça augmente les coûts, parce que l'innovation thérapeutique, ça augmente les coûts. Moi, j'avais ce matin une réunion sur ce qu'on appelle les CAR-T-cells. Ce sont des thérapies géniques extrêmement sophistiquées, très performantes pour des maladies rares, et maintenant pour certains cancers, ce sont des traitements qui sont très chers. Donc on a vraiment cette augmentation structurelle des coûts, et de l'autre, la dépense de santé en France, elle est mutualisée. Donc il faut quand même des moyens de régulation. Je vais vous donner 2 pistes. Première piste, tu en as parlé et Cynthia l'a un peu évoqué aussi, la question de la prévention qui, en tant qu'économiste, me passionne. Il y a des modes de prévention dont on sait qu'ils sont coût-efficaces. Coût-efficace, ça veut dire qu'ils sont bons pour la santé et qu'ils réduisent les coûts de santé à terme. Je vais vous donner 3 exemples très concrets. L'activité physique. L'activité physique, on sait que c'est bon pour réguler les coûts de santé. Deuxième exemple, la vaccination des jeunes filles essentiellement contre le papillomavirus. Le Royaume-Uni est le pays qui est le plus en avance dans ce domaine-là. Ils ont déjà donc ils ont commencé ça il y a 15 ou 20 ans. Ils voient déjà une baisse spectaculaire des cancers du col de l'utérus. Donc c'est pas très long, 10, 15, 20 ans après, mais une baisse spectaculaire. On sait que c'est cool. Troisième acte de prévention qui est peu glamour, ma femme vient de le faire, mais donc elle m'a expliqué, mais qui est très coût-efficace et sur lequel on n'est pas très bon en France, le dépistage du cancer du côlon, selon les pays à partir de 50 ans ou de 45 ans. En France, c'est 50 ans. Donc là, vous voyez, je vous ai donné 3 exemples très concrets de leviers qu'on peut actionner, qu'on peut améliorer pour réguler les dépenses de santé. Et à côté de ça, on a évidemment la question de l'organisation. On a un système de soins en France, et je pense en particulier à l'hôpital, dont l'organisation est incroyablement inflationniste. Pendant longtemps, on a dit que l'hôpital n'a pas assez d'argent, et c'était vrai. C'était vrai. Mais l'année prochaine, en 2023, on va affecter plus de 100 milliards d'euros à l'hôpital. Donc on ne peut pas dire que c'est rien. Ce sont des sommes qui sont conséquentes. Et alors, pardonnez-moi, je l'ai raconté dans un journal concurrent, dans l'Express en l'occurrence, mais j'ai malheureusement fréquenté l'hôpital pour mon beau-père et pour mon fils récemment. Et c'était c'est l'avantage de nos métiers, c'est qu'on peut recycler toutes les expériences concrètes. On peut les intellectualiser en quelque sorte. L'organisation est quand même absolument délirante, parce que c'est une organisation qui est basée en effet sur le respect de normes, d'objectifs chiffrés en permanence, qui du coup déclenchent des process. Le process, alors c'est nécessaire les process, il faut des process dans les organisations, mais quand le process passe devant le bon sens et passe devant le patient, c'est ça le sujet. Ben là, non seulement c'est pas bon du point de vue de la santé publique, mais je peux vous garantir que c'est inflationniste. Je peux vous garantir que ce sont des coûts qui sont inutiles. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre notre système plus coût-efficace en améliorant la qualité des soins. Et je termine juste là-dessus, mais je suis entièrement d'accord avec Cynthia. Elle le voit d'un point de vue philosophique et je le verrai très vulgairement d'un point de vue marketing. Le patient n'est pas au cœur du système. C'est l'organisation qui est au cœur du système. C'est pas le patient. Et ça, c'est un sujet majeur. Et donc, je compte aussi beaucoup sur les associations de patients. Là, on en reparlera ce soir là aussi, mais quand on regarde en pourcentage du PIB, comme on dit, les dépenses de santé, y compris les dépenses liées à la dépendance, c'est autour de 13-14% du PIB, et avec cet effet inflationniste qui est lié simplement, naturellement, au vieillissement démographique. Est-ce que, je repose la question peut-être Nicolas, sur est-ce qu'il faut plafonner, ou est-ce qu'à un moment donné, une société doit se dire, pourquoi pas dépenser 15, 16, 18% de son PIB pour la santé? Je poserai la question à la philosophe aussi. Ah, mais moi je suis toujours sur la même ligne. Je suis pour le déplafonnement. Ça fait 10 ou 15 ans que j'écris là-dessus. Je suis pour le dérationnement des dépenses de santé. Je vois pas pourquoi la santé serait le seul secteur dans lequel on limiterait les dépenses. Pour le bonheur intérieur brut, le bien-être intérieur brut, on pourrait l'appeler ainsi. On limite pas les dépenses de transport, on limite pas les dépenses de je ne sais quoi. Donc ça n'a pas de sens en soi de limiter les dépenses de santé. Donc les dépenses de santé, de toute façon, la repart dans le PIB, elle va augmenter. Je vous le dis, elle va augmenter. Bon. Donc, oui, mais de combien? Mais donc, ça dépend de beaucoup de choses. C'est bien ça notre question, parce que tout le monde en veut un petit peu. Aujourd'hui, il y a la guerre, il y aura des dépenses militaires, peut-être. Ouais, donc, les besoins sont infinis. Non, parce que en fait, la question que vous posez en filigrane est un peu différente. C'est-à-dire, qui finance?
Et je dis que la part des dépenses de santé dans le PIB va augmenter, mais ceux qui sont charitables au point de me suivre savent que j'ai un surmoi libéral qui reste assez fort. Je ne pense pas que c'est à la puissance publique de financer la totalité de ces dépenses de santé. Donc on arrive à la question publique-privée. Non, mais on a un système dual en France. Hein. On a des complémentaires. Notre système, il est mutualisé, c'est-à-dire que le reste à charge est faible. Il y a encore des trous dans la raquette, pour le dire vulgairement, mais le reste à charge globalement est faible. Mais en revanche, on peut mettre les complémentaires santé beaucoup plus à contribution qu'elles ne le sont aujourd'hui. Quelques mots là-dessus, puis après on va passer au sujet de la science. Moi, je ne vais pas répondre de façon économique et macro, mais je vais répondre au sens où qu'est-ce que c'est qu'un État de droit, qu'un État social de droit. C'est moins, si vous voulez, un certain type de gouvernement que fondamentalement un certain type de soins et d'éducation. Donc ce qui nous fait tenir en tant que démocratie, c'est essentiellement comment, en amont de ces gouvernements, parce qu'après, d'une certaine manière, le gouvernement, il peut être assez faible à partir du moment où on a aidé à construire des individus à la fois par la santé et par l'éducation. Donc moi, je suis pour un très très gros réinvestissement sur ces deux questions connexes, éducation et santé. Mais est-ce qu'on n'a pas effectivement trop désarmé ces deux, si on regarde le cas français pour des raisons... Là aujourd'hui, le 3% du PIB, vous avez vu, est en train de sauter, la dette, j'en parle même pas. Est-ce qu'on a, Nicolas, est-ce qu'on est prêt à cette... Oui, à ce réinvestissement? Quand vous regardez les pays asiatiques, ce que vous venez de dire en tout cas sur l'éducation, c'est très clair. Et ils mettent vraiment le paquet et ils sont en train de nous larguer. Et sur la santé, oui. parce que là aussi, on voit qu'ils sont, alors peut-être pas sur le vaccin en Chine, mais puisqu'ils sont toujours confinés, mais en tout cas, ils mettent également. Non, mais on peut mettre plus. En même temps, je ne vais pas être démago. Il faut quand même réguler les dépenses. Il faut de toute façon des moyens de régulation des dépenses. Mais je vais reprendre un exemple concret, parce que Cynthia l'a évoqué tout à l'heure, et là, c'est peut-être un petit point de désaccord entre nous. Là, tu évoquais la tarification à l'acte, et tu es très critique envers la tarification à l'acte. La tarification à l'acte... Voilà, en fait, je pense qu'elle s'est substituée à un système qui était pire, qui était un système en fait de dotation aux établissements où on donnait de l'argent aux hôpitaux et où on leur disait au mois de novembre, s'il n'y a plus d'argent, vous débrouillez, vous prenez dans votre caisse ou alors vous soignez pas les gens. Et donc on a mis en place cette tarification à l'acte qui aujourd'hui, en revanche, là je suis d'accord, a des effets pervers parce qu'elle pousse justement au process, elle pousse même parfois à faire plus d'actes et pas nécessairement des actes dont les patients ont le plus besoin. Et donc, il faut essayer de faire ce qu'on essaie de faire en France, mais qui est très compliqué. Je ne dis pas ça pour défendre le gouvernement, je dis parce que très sincèrement, je pense que c'est compliqué, c'est-à-dire avoir des modes de tarification au forfait avec des objectifs. L'idée, c'est de dire on va plus payer une chimiothérapie, mais on va payer pour un parcours de soins pour un patient qui souffre d'un cancer. Mais vous voyez, tout ceci, ça demande... Enfin, je reviens là-dessus. Hein. C'est des sujets qui sont compliqués, sur lesquels il est difficile d'avoir des réponses arrêtées. La seule chose que je peux vous dire, dont je suis sûr, c'est que... Non, mais surtout, ce dont je suis sûr, c'est que la part des dépenses de santé dans le PIB, elle va augmenter. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que derrière ça, il y a aussi des innovations thérapeutiques qui sont bonnes pour nous. Excellent. Et dont on sera très content de profiter. On en reparlera avec toi. On en aura besoin. On en reparlera avec toi spécifiquement dans une seconde partie de ce qui ne sera plus un débat, enfin en tout cas entre nous deux plutôt là. Mais tant qu'on est trois, je voudrais profiter de la présence de Cynthia pour aborder le sujet philosophique de la science, philosophie de la science en matière de santé. Le rapport à la science et à la vérité en matière de médecine a été quand même beaucoup bousculé pendant notamment la dernière crise. L'arrivée du vaccin ARN messager notamment a beaucoup surpris parce que beaucoup de gens se sont dit mais les complotistes, pourquoi aussi vite, etc. etc. Donc tout ça est très connu. Le pays de Pasteur, vous me le rappeliez, c'est à la fois le pays qui a inventé les vaccins, puis qui a inventé et qui est un des pays quand même le plus anti-vax. Comment on explique ça aujourd'hui et d'où ça vient? Est-ce que l'histoire l'explique? Non, mais c'est vrai qu'on a un pays qui est, et aujourd'hui encore, qui est très, très critique, qui a considéré d'ailleurs que, ce qui est d'ailleurs une force de l'esprit critique, d'être sceptique, etc., mais qui aujourd'hui a une crise de confiance forte envers les élites, et dans ces élites jusqu'à présent, le monde scientifique et universitaire était plutôt protégé.
Et dorénavant, c'est pas si simple. Et on l'a vu, hein, et par ailleurs, on sait que avec la viralité des réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez vu ce thème arriver. On parle d'infodémie. L'infodémie, c'est-à-dire l'épidémie des fausses informations, mais aussi des informations concernant la santé, etc. Et on a une surexposition à ces informations qui, nous rend malades. Ça, c'est le rapport à la vérité. Il y a aussi un autre qu'on a entendu chez certaines personnes qui ont protesté, c'est un rapport à la liberté individuelle. Oui, oui. Pareil, le droit de ne pas, par rapport à la liberté collective, c'est-à-dire l'intérêt général, on voit c'était d'ailleurs, si vous que voulez, c'était un des arguments, on vous disait de vous faire vacciner pour défendre l'intérêt général, même si le rapport rendement-risque n'était pas forcément évident pour les jeunes, notamment. On instrumentalise toujours, de toute façon, l'état de droit contre lui-même. C'est la liberté. Et juste sur la question vaccinale, de toute façon, quand la Ligue anti-vax a été créée, c'est-à-dire au moment quand même juste après, enfin dans la foulée de Pasteur, etc., 19e, quand elle s'est renommée, pas folle la guêpe, dans les années 50, elle s'est nommée pour la liberté vaccinale. Donc elle avait très très bien vu effectivement que, voilà, bien évidemment que on utilise rhétoriquement, et pas que, hein, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui une peur panique sur le liberticide, et encore une fois à juste titre. Donc il y a des points qui doivent être absolument, on doit continuer de défendre les libertés individuelles et les libertés publiques, mais quand vous avez de l'evidence-based medicine aussi forte sur un certain type de vaccin, en l'occurrence tous ceux qui sont dans le pipe, il y en a, je sais plus, 9 aujourd'hui pour les enfants, etc. Il y a même, sincèrement, il n'y a même pas à discuter. C'est-à-dire que là, on est véritablement dans un retour un peu obscurantiste, mais qu'on voit, hein, et qui est extrêmement alimenté, encore une fois, par des réseaux sociaux, des communautés radicalisées sur ces questions, tout ce qu'on appelle le populisme scientifique. Et ça, sincèrement, on ne va pas, hélas, ça va continuer. Donc il va falloir recréer un lien de confiance forte. Et la question, c'est comment demain on communique intelligemment, puisqu'il y a ce paradoxe qui est compliqué. Vous ne communiquez pas, vous augmentez le soupçon, vous communiquez, vous augmentez l'inquiétude et l'anxiogène. Et donc, cet écueil, il n'est pas simple, si vous voulez, malgré tout, et on en a fait l'expérience, parce que moi, j'ai trouvé que les scientifiques avaient fait un très gros travail de communication publique au moment de la Covid, et malgré tout, quand vous regardez la traduction dans les sondages du sentiment des individus par rapport à la science, eh bien, la confiance dans la science a baissé, alors qu'ils ont fait cet effort assez considérable de transparence. Donc, on voit bien là qu'il faut grimper en maturité, en acculturation scientifique du côté des citoyens. Et ben voilà, moi, c'est mon travail d'enseignant-chercheur. Je dirais que ma modeste contribution, si vous voulez, au monde de la santé, c'est d'essayer de faire en sorte que nos étudiants ne partent pas. Donc malgré tout, parce que il y a une baisse vocationnelle dans les études de médecine, et surtout dans le fait de rester dans le système public, ce qui est quand même important, parce que c'est pas avec un système public faible que on va protéger la santé. Il faut les deux. Il faut un système privé fort, mais un système public fort. Et on est en danger de cela, sincèrement. Et puis bien évidemment de faire en sorte que les soignants ne tombent pas malades aussi, indépendamment des approches centrées patients. Mon travail, c'est aussi d'accompagner ce qu'on appelle la clinique du burn-out des soignants. Alors, c'est peut-être un dernier point, le sujet de la santé mentale a quand même beaucoup été évoqué en sortie de crise. C'est un point aujourd'hui qui est... C'est un point essentiel. Important. Je crois que jusqu'à présent, à tort, bien évidemment, on considérait que la santé mentale, c'était pour certains. Et puis bien évidemment, en fait, la santé mentale, c'est pour tout le monde, hein, c'est de la santé, tout simplement. Et on voit aujourd'hui, en plus, que, encore une fois, si on prend simplement la question de la chronicité et l'aigu n'ont pas du tout le même type d'impact sur la santé mentale. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que des personnes, entre guillemets, vont rentrer dans une clinique de l'érosion, de la chronicité, qui est une clinique très très compliquée.
qui n'avaient pas de pathologie spécifiquement au départ, mais qui bien évidemment, au fil de l'eau, parce que quand vous avez 10 ans de maladie chronique, vous avez des risques de dépression augmentés, vous avez des risques de quantité de somatisation. Etc., augmentés, et tout ça fait que la santé mentale devient corollaire de la santé tout court. Et ça, c'est quand même un point essentiel, sans parler, bien évidemment, de nos modes de vie. Je passe sur le compulsionnel, l'addiction, etc., etc. Je passe sur un grand combo qui est devant nous et qui s'appelle, entre guillemets, le cognitif, la sénilité et la pathologie psychiatrique. Et là, vous avez un jeu qui est pas drôle du tout. Vous allez en gériatrie quand vous avez des problèmes, psychiatriques, et on vous dit, écoutez, non, c'est pas ici. Et quand vous allez, que vous êtes une personne âgée et que vous avez des problèmes psychiatriques, vous allez dans le service psychiatrique, on vous dit, ah non, c'est pas ici non plus, c'est dans la gériatrie. Donc ça, ces espèces de combos qui combinent demain quantité de pathologies, mais parce que nous vivons plus longtemps, ça aussi, ça va être une refonte nécessaire de nos parcours de soins. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, c'était vraiment passionnant. On en termine avec cette partie du débat. On enchaîne ou on coupe quelques instants? Donc je vais rester avec Nicolas, mais vous pouvez rester peut-être avec nous. Pas la peine de... On vous garde. Et simplement un dialogue là avec Nicolas. Donc on fait une petite coupure. On fait une petite coupure et puis merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant.